Bonjour, déjà, bonjour à tous et à toutes, hein, bien sûr. Je suis d'autant plus content d'être là parce que, en effet, le sujet est très intéressant. À titre indicatif, par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure, que j'ai entendu, l'intérêt des entreprises déjà à aller vers les économies d'énergie et tout ça et de passer au tout électrique. Je voulais simplement dire que, j'aurais pu le dire plus tard, mais pour Orange, par exemple, vous imaginez à peu près la taille de l'entreprise, 31% de la consommation électrique est d'origine renouvelable. Donc, vous voyez, le pas, on l'a passé, on essaie de le passer et d'aller bien au-delà et on a des ambitions encore plus fortes d'ici 2030-2040. Ça va dans la politique du voyage, ça va dans tout au quotidien, dans tous nos quotidiens. Évidemment, ce souci pour l'entreprise de faire de l'économie et d'associer l'ensemble de ses collaborateurs, ça en fait partie. Donc, je pense que voilà, c'est lancé, quoi. C'est plus que lancé et on réfléchit tous à ça. Donc, je suis Didier Caz, je suis le responsable des affaires publiques d'Orange Fibre. Et je voulais simplement, avec ce que vous avez dit et le sujet de cet après-midi, entre les enjeux, les services associés et tout ça, il faut quand même pas oublier que avoir une destination est une chose, avoir des véhicules en est aussi une autre. Et quelque part, il faut avoir tracé les autoroutes pour pouvoir arriver à nos fins. Et donc, moi, je vais vous parler plutôt d'infrastructures qui vont permettre à chacun de s'exprimer, autant à atteindre les enjeux et les objectifs que, en même temps, de faire rouler tous ces nouveaux services qu'il peut y avoir et qui seront encore de plus en plus disponibles pour nos quotidiens. Alors, il y a une étape forte, c'est un peu ce qu'est ce premier grand chantier du XXIe siècle, c'est de les tracer, ces autoroutes. Et donc, je vais y revenir après dessus, mais c'est de les avoir tracées. Et là, c'est une ambition gouvernementale qui a mis, entre autres, la France numéro 1 sur le sujet en matière de résultats, sur cette transformation, c'est d'aller vers le très haut débit. Et il y a plusieurs étapes. Il y a cette étape forte du débit pour tous, du très haut débit pour tous, à fin 2022. Et en même temps, ça sera la seule condition à ce que l'ensemble du parc immobilier, qu'il soit tertiaire ou résidentiel, soit 100% connectable. Ça, c'est relativement important. Si on veut, si les autoroutes n'existent pas, on aura du mal à faire promener tous nos véhicules. Voilà. Donc, je vais plus loin, mais là, je pense que c'est à toi que je passe la main. C'est la fameuse question d'introduction, un petit peu. Voilà, donc on a le premier quiz, effectivement, que je vous lance. Là, tu peux afficher les questions aussi, comme ça tout le monde les verra. Voilà. Ah oui. Bon. Alors, Voilà. la question, c'est qu'est-ce que le droit à la fibre? Il y a 4 réponses possibles, hein. Je parle sous ton contrôle. Une obligation assimilable au droit à l'antenne, la possibilité à tout copropriétaire ou locataire de demander à être accordé, même si le réseau n'existe pas, la possibilité à tout copropriétaire ou locataire de demander à être accordé dès lors où le réseau existe dans la rue, l'obligation pour la copropriété ou le propriétaire de dire oui lors de l'AG. Voilà, on vous laisse voter. Alors là, on a une question qui est centrée aussi un peu résidentielle, hein, mais oui, mais ça revient un peu à la même chose. Dans la relation même si sur le tertiaire, on a affaire à un propriétaire unique qui met à disposition des plateaux ou autres, de toute façon, la fibre ne peut pas arriver sans une autorisation. Donc là, c'est une négociation de gré à gré plutôt que de passer dans une assemblée. Mais bon, peu importe. La question, elle est aussi bien valable pour l'un comme pour l'autre. Elle reste. Allez, on vous laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6. On vous laisse voter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je mets fin au vote et je partage les résultats, Didier. Tout à fait. Ah, alors, c'est bien, mais quand même. Je suis content du résultat. Au moins, il y en a où c'est bon, où c'est très bon. Il y en a d'autres où c'est bon, attention quand même. On est dans le droit français et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi.
Alors, la première réponse, donc une obligation assimilable au droit à l'antenne. Donc ça, c'est clair, et c'est net. Ça veut dire que voilà, c'est rentré dans la loi dès 2008. Donc voilà, en gros, chacun y a droit. La possibilité à tout copropriétaire ou locataire de bureau ou autre de demander à être raccordé, même si le réseau n'existe pas, au prétexte que ben voilà, il y a droit. Donc ça c'est non, bien sûr. Si le réseau n'existe pas, écoutez, voilà, il ne peut pas être là. Hein. La troisième solution, donc elle est bonne, c'est la possibilité à tout propriétaire ou locataire de demander à être raccordé dès lors où le réseau existe dans la rue. Et ça qui veut dire que ça veut donc dire que quelqu'un, le propriétaire, entre autres bailleur qui vous met les bureaux à disponibilité, bah, ne peut pas s'opposer à ce que vous ayez accès à, cette, à, à ce droit à la fibre. Et de ce fait, en imaginant donc que vous êtes en droit d'exiger à ce qu'il fasse le nécessaire pour que la fibre soit disponible au plus près de vos bureaux. Donc ça, c'est important. L'obligation, donc pour celui qui a de dire, ou le propriétaire de dire oui, même si, même en assemblée générale, ça, quand il y a des assemblées générales, bah, c'est non, parce que ce côté quand même du droit, voilà, hein, de la démocratie veut que, bon voilà, il puisse y avoir une discussion. Le fait que personne, dès lors où la fibre elle est disponible, personne ne peut s'opposer à ce que vous l'ayez. Vous voyez, il y a une forme de contradiction. Ça veut dire, vous avez le droit de dire non, mais en réalité, votre locataire, il peut imposer à ce que vous dites oui. Donc, au final, autant dire oui dès le début. Quoi. Voilà, c'est plus court. Donc, c'était pas mal vos réponses. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais bon, quand je vois les interlocuteurs de la table ronde, on se connaît très bien tous, déjà, un peu, et on travaille déjà ensemble. Donc, automatiquement, bon, voilà. Après, tous ceux qui êtes connectés, bah, je pense que, bon, voilà, vous connaissez pour beaucoup Orange. Donc, j'ai saisi que 3 ou 4 informations, parce que sinon, présenter Orange, ça serait été une dizaine de slides. Donc, on est un opérateur numérique et on nous attend au moins sur 3 sujets forts, 5, mais bon, les 3 sujets forts sur lesquels vous nous connaissez le plus, c'est les réseaux, c'est notre ADN, on a toujours construit des réseaux en la matière, hein. C'est du temps des PTT, en passant par France Télécom, avant de devenir Orange, c'est quand même avant tout pour construire des réseaux. Le travail et le service lié vers les entreprises, bon, il est connu. Je veux dire, nous n'étions pas, maintenant nous sommes 3 opérateurs, en gros, à fournir des services pour les entreprises. Mais bon, avant, on était 2, tout en sachant que c'était nous qui avions 80% des marchés. Et les services financiers, c'est plus récent, bien sûr, c'est le côté Orange Bank. Mais on a d'autres. Et après, on nous connaît pour toute la lutte contre, en faire en sorte que nos réseaux soient de plus en plus sûrs et soient vraiment les plus sûrs possibles. Et puis, en tant que fournisseur de contenu aussi. Alors, évidemment, moi, j'appartiens à Orange France avant tout, donc à la direction des déploiements de la fibre pour la France. Mais bon, j'ai beaucoup de contacts avec mes collègues à travers le monde. Donc, à travers le monde, nous sommes 142 000 salariés et nous faisons travailler plus de 500 000 salariés à côté en tant que sous-traitants, partenaires et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on est très présent quand même sur l'économie locale, nationale et mondiale de fait. Nous sommes présents sur 26 pays. Bon, l'Europe, bien sûr, assez présent, l'Afrique, pas mal, et le Moyen-Orient aussi, bien sûr. Hein, donc là-dessus, quand on nous dit combien vous pesez, est-ce que c'est intéressant d'avoir le logo d'Orange sur vos plaquettes? Il suffit de voir, nous sommes la 8e marque mondiale des télécoms. Donc, automatiquement, classé 8e, ça a un poids, ça a une valeur.
Et c'est pas fait par hasard. Voilà, c'est pas avec du vent, c'est vraiment avec du concret, Donc, c'est assez important par rapport à ça. Et là, donc, j'en suis donc dire, bon, à fin 2020, nous étions à pratiquement 260 millions de clients, tout confondu. Nous sommes visibles et reconnaissables, assez facile. Nous avons en France, nous avons plus de 5000 boutiques. Et quand même, nous avons quand même plus de 900 000 revendeurs un peu partout. Donc, des ambassadeurs en même temps, et ce qui nous fait connaître aussi. Et pour ceux qui se posent la question en tant que banque, bon, si c'est sérieux, si c'est suffisamment. Bon, on a 1,2 million de clients sur Orange Bank. Bon, voilà, donc voilà, nous ne sommes pas forcément des amateurs sur les sujets en question. Alors, je reviens donc un peu à ce premier grand chantier du XXIe siècle et je suis fier d'en faire partie, quoi. Je veux dire, j'ai fait partie au début dans les années 70, de la mise en place donc, du téléphone et c'était une grande révolution. Il a fallu une trentaine d'années pour mettre en place le téléphone partout, ce qui était quand même pas mal d'un côté, mais c'était beaucoup de travail et ça a été toute une révolution à l'époque, donc au XXe siècle, d'arrêter, enfin pas d'arrêter, de réduire, de s'envoyer des lettres, des courriers et tout ça, et de passer directement à une communication téléphonique de tout lieu, à tout moment de la journée et tout ça. Donc c'était quand même une révolution sociétale aussi. Et là, on est rentré dans une nouvelle révolution sociétale. Donc, c'est s'assurer que tout le monde aurait le très haut débit sur le plan national. Et en moins de 20 ans, il nous faudra moins de 20 ans pour que les 36 millions de logements en France aient la fibre au moins sur leur palier. Donc, moins de 20 ans, il nous a fallu. Donc, ce n'est pas un chantier de quelques jours, de quelques semaines. Il nous a fallu quand même, nous avons commencé en 2007 et nous voyons le bout du tunnel. En 2025, on devrait avoir fini. Donc, automatiquement, ça montre quand même. Alors, je mettais ces étapes-là parce que c'est important. Ça nous a été fixé par le président de la République de nouveau en 2017. Donc, on avait commencé avant, hein, bien sûr, avec l'ancien président. Mais le nouveau, enfin celui que nous avons en ce moment, a souhaité faire rentrer ça comme un vrai projet gouvernemental avec une obligation de résultat assortie d'amende si nous n'étions pas au rendez-vous. Et on nous a fixé 3 rendez-vous, 2020, 2022, 2025. Et donc en 2022, il doit y avoir le très haut débit pour tous, c'est-à-dire au moins du 30 mégas partout en France. Et le tout doit être généralisé à 100 mégas avec sur support fibre optique en 2025. Donc, ça y est, nous sommes dans en gros, nous sommes totalement dans cette mouvance et quand nous sommes à des échéances 2022, il nous reste dans moins d'un an, quoi, en gros, pour transformer. Alors, pour ceux qui doutent encore, mais ce n'est pas le cas sur les personnes qui sont sur le pont, là, vous le savez très bien, il n'y a pas un département en France où vous ne voyez pas des chantiers de fibre optique. Tous les départements sont concernés. Et les déploiements vont voilà, à leur train. C'est quand même à raison de, même vous voyez, en pleine période de crise, sur l'année 2020, c'est quand même 6 millions de locaux rendus raccordables dans l'année. Donc, c'est quand même, vous voyez, ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de techniciens, ça fait plus de 20 000 personnes, techniciens sur le terrain, pour faire en sorte. Et les résultats à fin juin 2021, donc il n'y a pas très longtemps, avant l'été, nous étions à 27 millions de locaux rendus raccordables. Et je vous donnais comme objectif que nous devrions être à 36 millions. Donc, ce que veut dire, vous voyez, il nous reste en gros, à fin décembre, là, nous serons pas loin des 30 millions, ce qui veut dire que quelque part,
en gros, il nous reste une année pleine de production pour être aux objectifs. Donc, ça va, tout va bien de ce côté-là. Je pense que les adhérents du CERS, s'ils sont là, donc certaines des entreprises font partie, sont nos partenaires, hein, sont nos sous-traitants, ben on peut les féliciter parce que ça, on le tient aussi à l'agilité et à l'investissement de toutes ces entreprises qui ont tenu les objectifs, même quand c'était compliqué. Et en matière de raccordement client, donc de client, c'est-à-dire quelqu'un qui a abandonné l'ADSL pour passer directement sur de la fibre, 12 millions et demi l'étaient à fin juin. Nous serons facilement à plus de 15 millions à la fin de l'année. Et donc, ça aussi, c'est une belle transformation. Ça va très vite. Ça montre que ça avance bien et que le support, l'autoroute, elle est choisie, quoi. Il existe plusieurs autoroutes. Il existait plusieurs autoroutes. Il y en a qui sont très vieillissantes, hein, celles que nous avons construites avec le cuivre dans les années 70. Bon, voilà, elles ont 50 ans, quoi, hein. Elles ont été entretenues. Ça coûte très cher de les entretenir d'ailleurs, mais de plus en plus d'ailleurs, mais avec le temps. Mais voilà, on voit bien que les utilisateurs ont migré et migrent petit à petit vers d'autres types d'infrastructures, dont celle-là. Alors, pourquoi je vous montre ce slide-là? C'est pour une raison toute simple. C'est que le paysage a changé. Ce que je suis en train de vous dire. Il a changé, pourquoi? Parce que avant 2007, donc début des chantiers sur de la fibre optique, là, pour tout le monde, il y avait un seul opérateur en France, en gros. C'est-à-dire que quand vous aviez, où que vous soyez, dans n'importe quelle commune de France, si vous aviez une question d'infrastructure télécom, vous alliez à la première agence que vous connaissiez, et c'était une agence France Télécom ou Orange. Donc, il y avait un seul opérateur et qui pouvait répondre à toutes les questions de l'ensemble du pays. C'est plus le cas. Dès 2007, le fait de lancer ce vaste projet, plusieurs opérateurs se sont mis sur les rangs pour pouvoir construire ces infrastructures. Et alors, au bout d'un moment, on arrive à quoi? Ben, on arrive où il y a une forme de segmentation qui s'est faite. Et quand on a un souci d'infrastructure télécom, ben on ne sait plus forcément qui est l'opérateur, vers qui il faut se tourner. Pourquoi? Parce que il y a un certain nombre, en gros, les opérateurs privés, en fonds propres, ils ont couvert à peu près 60%. 60% où il y a des gens, où il y a du monde. Ça veut donc dire, avec 3700 communes, on a atteint l'objectif. Il y en a 36 000 en France. Ce qui veut dire que les 30 autres 1000, comment ont-ils fait? Eh bien, ils se sont regroupés par département ou par région pour lancer des appels d'offres et demander à des opérateurs de le faire. Ce qui veut dire qu'il y a comme ça 7, 8 ou 10 opérateurs différents. Et donc, pour le citoyen, pour le professionnel qui se pose des questions, ben, il ne sait plus forcément à qui il a affaire. Et pour ça, donc, notre autorité de régulation, l'ARCEP, a mis en place une cartographie qui vous permet, en tapant votre adresse, ben, de savoir qui est l'opérateur déployeur, quel est l'opérateur qui est présent sur la zone où vous avez vos bureaux ou vos immeubles, qu'ils soient tertiaires, entreprises ou pas. Et ça, c'est relativement important, c'est que le premier réflexe aujourd'hui, c'est qu'avant de faire quelque chose, enfin de demander des explications par rapport aux infrastructures, si elles existent, si elles sont là ou autres, avant même de demander, c'est complètement décorrélé de la partie fournisseur d'accès, FAI, mais infrastructure d'accueil, il peut y avoir donc plusieurs, 5, 6, 7, 8 noms différents. Donc, il faut savoir, et pour ça, vous allez sur ce site-là et vous vous interrogez par rapport à Ça, c'est important pour les promoteurs, les aménageurs, les gens qui font des rénovations et autres.
qui doivent mettre l'immeuble en conformité pour avoir la fibre optique, eh ben, ils doivent savoir sur quelle base ils doivent le faire et qui sera l'opérateur qui viendra raccorder leur site au réseau public. Voilà. Donc, c'était important que j'en parle. Je vais en parler maintenant régulièrement parce que les personnes ont du mal un petit peu à comprendre toute cette démarche-là. Alors, on parle du tertiaire, mais bon, voilà, le tertiaire, c'est le monde de l'entreprise, un peu tout ça. C'est vrai que le projet lui-même du FTTH, hein, donc d'amener la fibre jusque dans le logement, s'est vu fortement motivé pour tout le côté résidentiel. N'empêche que le côté professionnel aussi a été concerné et ça a mis un peu plus de temps à démarrer. La preuve, c'est que quand même, regardez, le nombre d'entreprises avec un accès optique à fin 2019, donc c'était voilà, avant la crise sanitaire, seulement 23% des PME et TPE étaient équipés. Ça ne fait pas beaucoup. Voilà, donc ça c'est quand même c'est un peu important à bien regarder. Alors, quelles sont les entreprises qui sont raccordées à la fibre? Donc, 23%. On voit que c'est principalement, comment dirais-je, des petites et des moyennes entreprises, jusqu'à moins de 50 salariés. Donc, on a voilà, de 1 à 5, c'est 20%. De 5 à 50, c'est 28%. Et après, tous les autres, bon, voilà, toutes les autres grandes entreprises, tout ça, un peu plus grandes, 41%. Donc, vous voyez, les toutes petites, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas vraiment très bien équipées encore. Et pourtant, ça va en venir à ce que je vais vous parler, quelque part. C'est que on va voir que, parallèlement à cela, le secteur tertiaire s'appuyait, qui n'était pas très bien doté avec les solutions Internet, de par les travaux qu'il faisait, utilisait pour beaucoup énormément de services sur le fameux RTC, le réseau commuté. Et bon, beaucoup après avaient un lien Internet et tout ça avec ADSL, donc avec une box. Mais bon, voilà, dans l'activité au quotidien, excepté certaines catégories, bien sûr, où ils avaient besoin de véhiculer beaucoup de données, hein, si on parle des architectes, si on parle de ça, ceux qui font de l'imagerie, ceux qui font des choses comme ça, mais tous les autres, même des grandes industries, franchement, c'est à part envoyer des tableurs Excel et des courriers, et des courriels, donc ce n'était pas des gros chronophages du système numérique. Et donc, automatiquement, par contre, ils avaient énormément de services qui étaient propres là. Par exemple, tout ce qui pouvait être supervision, commande technique et tout ça, ou lié à la sécurité du bâtiment, ou le service à la personne. Il y avait énormément de services comme ça, mais qui, quelque part, fonctionnaient d'une manière automatique grâce au RTC, puisqu'il y a le fameux 48 volts dedans, qui fait que, quelque part, vous n'avez pas besoin d'avoir une box au bout pour pouvoir transformer les signaux, et faisait que beaucoup de ces services étaient là-dessus. Donc, je vous dis ça pas par hasard, c'est que justement maintenant on passe à l'étape suivante, où on voit que parmi les grandes étapes de la décennie, il y a notamment l'arrêt du RTC qui commence à fin 2023. C'est-à-dire on va progressivement éteindre commune par commune, groupe de communes par plaque, on va éteindre carrément ce service-là, RTC, et donc tous ces fameux services très présents, beaucoup plus présents sur le tertiaire que sur le résidentiel, mais parce que dans le résidentiel, oui, il y avait des capteurs, il y a quelques capteurs, de la chaufferie, des ascenseurs, des lignes d'ascenseur, des lignes de sécurité, mais c'était beaucoup moins présent que dans le secteur tertiaire, le secteur d'entreprise, eh bien, vont devoir changer, modifier
leurs moyens, leurs outils d'extrémité, hein, quelque part, parce qu'on va passer au tout IP. C'est-à-dire que quelque part, plus de RTC veut dire que systématiquement, on passe sur un produit tout IP chaque fois derrière une box. Alors, pour certains, en premier temps, ce sera peut-être une box ADSL, mais pour d'autres, ce sera donc des box sur la fibre directement, puisque c'est quand même l'objectif final. Donc, pour un immeuble, pour le côté accéder, amener de la fibre dans les logements et les locaux professionnels, ben c'est la mission globale. C'est-à-dire que d'un côté, on a pour le résidentiel, évidemment, on parle de tout ce qu'il y a dans le logement, mais on parle aussi de ce qu'il y a dans les parties communes. Et donc, pour le secteur tertiaire, c'est la même chose. Donc, tous ces services qui sont aujourd'hui accrochés au service universel, et donc, en gros, on va dire très vite, pour aller plus vite un peu dans la démarche, quelque part au cuivre, vont devoir progressivement migrer vers des solutions beaucoup plus agiles et beaucoup plus performantes. Et ça va se partager entre soit, pour certains, aller sur de la 4G ou de la 5G, ou pour d'autres, pour aller sur de la fibre. Mais en tout cas, on va vers des solutions IP systématiques. Alors, j'en profite quand même pour vous donner ces calendriers-là. C'est-à-dire que l'arrêt du RTC, c'est relativement important. C'est engagé depuis 2018 parce qu'on a donné 5 ans de prévenance. On donne 5 ans de prévenance pour que chacun ait le temps de s'adapter et d'adapter ses matériels à la situation. C'est-à-dire, voilà. Donc, automatiquement, on a arrêté depuis 2018 sur certaines communes et villes de commercialiser, dans un premier temps, donc, l'offre RTC. Aujourd'hui, à partir de 2023, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que même les offres ADSL. Donc voilà, donc à fin 2023, avec les prévenances que nous avons engagées dès 2018, eh bien, ça correspondra seulement à 3%. Donc, il n'y a pas panique, quoi. Il n'y a pas un vent de panique, comme j'ai pu voir, où les ascensoristes ont sauté sur l'occasion pour se dire, hop, on fait tout sur de la puce, hein, sur du mobile, c'est beaucoup plus simple. Ils ont envoyé une facture à chaque copropriété ou à chaque immeuble de bureau en disant, bah, écoutez, avec un kit à 900 €, c'est bon, ça y est, ça va fonctionner tout seul, et un petit abonnement derrière sur la puce, ça marche tout seul. Bon, voilà. Donc, eux, ils ont vu un business immédiat, mais c'était un peu dommage parce que c'était un peu allé vite en besogne, parce qu'il y a d'autres solutions derrière par rapport à ça. Alors, pour ceux qui veulent suivre un petit peu les évolutions et faire un peu de la prospective, vous aurez comment dirais-je, ces slides. Donc, vous avez un QR code là qui vous permet d'avoir l'avancement de la programmation de l'arrêt du RTC et donc les communes concernées. Chaque fois, il y a des listes de communes concernées. Là, vous voyez, là, je vous ai fait une extract juste de ce qui est prévu 2023-2024. Vous voyez, ça avance doucement, mais quand même, c'est des paquets. Hein, c'est par paquet de 200 à 300 communes. Donc, vous voyez, ça va aller assez vite. Hein. Évidemment, hein, on n'a pas du tout l'intention de mettre 20 ans pour faire ça. Hein. Je veux dire, ça va aller très, 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 très vite en la matière. Ensuite, derrière ça, quand j'ai dit ça, l'arrêt du RTC, ça veut dire quoi? On a un tuyau, on a une infrastructure, on a une autoroute sur laquelle il n'y a plus de voitures qui passent. Ben oui, puisque plus de RTC, c'est un service, le RTC, il passe sur du cuivre. Ben, s'il n'y a plus de service, pourquoi on garderait le cuivre? Donc, il y a 3 raisons un peu à stopper, à arrêter le cuivre et à le démonter, donc à faire ce qu'on appelle du décommissionnement du cuivre. Il y a les 3 raisons, elles sont très simples. Hein. Sur un plan sociétal, parce que ça ne correspond plus du tout. Les services qu'on trouve sur le cuivre ne correspondent plus, de moins en moins, aux besoins de la société. Sur un plan technique, évidemment, c'est beaucoup moins performant que ce qu'on peut trouver sur
par exemple la fibre. Et sur un plan économique, ben, quand on a des infrastructures, pour nous, ça nous coûte en gros l'entretien des infrastructures cuivre, c'est en gros c'est une enveloppe de 500 millions d'euros par an, quoi. Donc, franchement, dépenser de l'argent pour entretenir des infrastructures sur lesquelles il n'y a plus rien qui passe, enfin, on peut. Bon, voilà, on est quand même, on a des actionnaires quand même chez nous, hein, donc ils savent vite lire le retour sur investissement et donc trancher un petit peu. Donc, il était clair que le cuivre, à terme, en ayant fait un vaste projet de déploiement fibre, ce n'était pas pour cumuler du cuivre et de la fibre. C'était pour faire en sorte que, à un moment donné, dès lors où il y a suffisamment de zones couvertes en fibre, eh bien, systématiquement, le cuivre devienne obsolète et soit voué à être démonté. La migration, je ne vais pas vous faire un cours en la matière, de à quoi, entre ce que apporte ou peut vous apporter d'être sur du cuivre aujourd'hui en matière ben voilà, de débit et de service. Hein. Vous ne voyez peut-être pas bien, mais il y a juste une croix chaque fois. Dès lors, on commence à faire du FTTH sur le débit, vous voyez, tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il est bridé aujourd'hui, il est bridé entre 100, 200, 500 mégas seulement. Et donc, on est déjà à trois croix. Vous voyez, on passe d'une croix à trois croix. Et en matière de services, vu que ce sont les mêmes qu'on va retrouver sur sur la fibre qu'on a sur le cuivre, par contre, c'est ouvert à ce qu'il y ait une explosion de nouveaux services. Donc, ça permettra de mettre plusieurs croix, beaucoup plus de croix, évidemment, dessus, puisque on peut passer l'autoroute, on y roule beaucoup plus vite, on peut être plus nombreux dessus, et donc, automatiquement, il pourra y avoir plus de services à véhiculer, et toujours, pour certains, de plus en plus, chronophages aussi, ils recherchent de plus de débit en la matière, parce qu'on devient plus performant, on devient exigeant, beaucoup plus exigeant avec ce qu'on en fait. Voilà, on a des outils. Après, tout ce qui est lié à l'entreprise, évidemment, la fibre sécurisée, la fibre dédiée, c'est toujours plus performant que le FTTH, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que le FTTH. C'est-à-dire que, voilà, donc avec, en gros, des abonnements, on a des abonnements qui passent du simple, qui sont multipliés par 10 parfois, donc automatiquement pour avoir le même. Voilà. Mais bon, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Mais en tout cas, le support par lui-même, il est extra. Voilà. Alors, l'arrêt du cuivre, toujours, concrètement, il s'agit donc, on arrête d'abord, donc, en même temps, les services RTC, et puis là, donc, on a étalé ça sur quelques années, et en parallèle, où on a éteint ça, ben, on va commencer d'abord, c'est bon, on arrête la commercialisation de toutes les offres dessus, et là, on va arrêter aussi des offres donc, de commercialisation ADSL, quoi. Donc, on voit très vite que on va se retrouver très vite avec de la migration à faire avec le parc, sur les parcs fibres. Et on va faire un parc aussi, on est notamment sur le neuf, à partir de janvier, sur l'immobilier neuf, on engage le projet, donc zéro cuivre. Donc, il n'y aura plus un immeuble neuf potentiel et ouvert à accueillir une offre cuivre, une offre ADSL dessus à partir de janvier 2022. Et donc, il y a un planning de fermeture du cuivre qui est commencé. Aujourd'hui, on a un certain nombre de villes qui sont en expérimentation, donc 2021, c'est de l'expérimentation. Et en gros, on s'est fixé pour la fermeture totale, en gros, d'ici 2030. Donc, voilà. Donc, vous voyez, en parallèle, on voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui construisent les réseaux, donc celui de la fibre, et vous allez voir en parallèle un basculement, c'est-à-dire il va y en avoir de moins en moins, puisqu'on arrive aux échéances pratiquement, et bien vous allez en voir de plus en plus où elles vont participer au démontage du cuivre. Donc il y a du travail pour le segment, pour les entreprises
sur ces… C'est pas le même, forcément, entre… Voilà, il y a celles qui ont participé à la construction d'un nouveau réseau du XXIe siècle, et en même temps, les mêmes ou de nouvelles vont participer au démontage du réseau du XXe siècle seulement. Voilà. Donc ça, c'était assez important que je le partage avec vous pour vous donner un point d'actualité, un éclairage. Et ça me semble important parce que tout ce qui va se dire, tout ce qui se dit cet après-midi, entre les enjeux, les besoins et ces besoins de connexion, de connectivité, de faire que les réseaux numériques existent, que les autoroutes existent pour pouvoir réaliser le reste et mettre en place donc, tous les services qu'on ne connaît même pas encore, hein, tous, hein, bien sûr. Eh bien, il fallait quand même qu'on vous rassure, mais ça vous l'êtes, je pense. Ça ne devrait pas être un problème d'infrastructure. Les infrastructures, elles seront là. Donc maintenant, après, c'est du sociétal, c'est un accompagnement dans les modes de vie, dans la façon de consommer. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure dans vos tables rondes, quelque part, les gens changent. Et moi-même, j'étais super surpris. J'aurais jamais imaginé qu'il y aurait autant de voitures électriques et qu'il y aurait autant de gens qui abandonneraient le moteur thermique aussi rapidement. Et donc, on ne peut être que sûrement surpris par rapport à ce qui va se passer. Mais en tout cas, si en effet la ressource est un problème, parce que être soumis à des coupures, ne pas avoir le niveau de charge nécessaire pour pouvoir faire un Paris-Bordeaux direct, où tout ça, ça va être des enjeux, des questionnements et une autre façon peut-être d'appréhender le voyage ou la circulation au quotidien. Il ne faut pas que ce soit un problème d'infrastructure, du manque d'infrastructure. Donc, les infrastructures seront là. Voilà. Merci Didier pour cette présentation. Alors, il y a une dernière diapo juste avant que je coupe le partage d'écran qui est avec tes coordonnées. Hein. Donc, ah oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est vrai. Dernière. Voilà, merci Didier. Donc, juste le public qui nous suit, vous répondez au questionnaire de satisfaction en fin de conférence et vous recevrez les présentations des conférenciers, en tout cas de cette demi-journée. Merci à toi. Oui, effectivement, on voit les enjeux qu'il y a sur à la fois, on en parlait ce matin d'ailleurs, hein, qui sont démographiques, hein, qui concernent plus le logement, hein, avec une explosion des seniors qui vont vivre à domicile, un enjeu numérique. Une transition numérique et puis une transition énergétique également. Donc, il y a trois transitions, démographique, numérique et énergétique. Et donc, effectivement, la fibre, elle est centrale dans ce point-là. Et aujourd'hui, pour tout ce qui est pilotage et transition énergétique, on en a bien parlé là tout à l'heure pour la table ronde, on ne pourra pas faire sans la fibre. Hein. Enfin, ce qui est important, c'est qu'il n'y a plus le monde du résidentiel et le monde de l'entreprise ou du tertiaire. Tout ça va être relié. Parce que quand on dit l'immeuble, il est ultra connecté, il y a plein de services dedans, d'aide à la personne, de surveillance, et des choses comme ça. Tout ça, c'est traité dans des immeubles ailleurs qui sont dans le milieu entreprise ou dans le milieu du tertiaire. C'est-à-dire les plateformes, il ne faut pas voir que des plateformes à l'étranger. Il y a plein de plateformes aussi autour de nous pour gérer tous ces services, piloter tous ces services à distance. Ce qui veut dire que quelque part aujourd'hui, l'autoroute, c'est le même type d'autoroute qu'on trouve. C'est vrai qu'on a vécu un XXe siècle où il y avait quand même un fort décalage, c'est-à-dire un très fort décalage entre ce que le résidentiel utilisait et consommait et puis ce que l'entreprise utilisait et consommait aussi. Et d'ailleurs, les offres, après, entre guillemets, commerciales, les offres qui étaient là, il y avait vraiment quelque chose de très différent et pas du tout au même tarif parce que justement, c'était segmenté et on disait, mais je ne peux pas vendre à l'entreprise au même prix qu'au résidentiel parce qu'au final, je n'ai pas le même nombre. Quoi. Je veux dire, d'un côté, j'ai une grande population à desservir, de l'autre côté, j'ai quelques dizaines de milliers d'entreprises à desservir. Et donc, c'est là aujourd'hui, avec l'arrivée de ce nouveau NLF, eh bien, c'est comme pour le mobile, comme la 4G ou la 5G, que vous soyez assis dans un bureau ou que vous soyez en télétravail chez vous,
de toute façon, vous avez besoin d'accéder au même type de service et au même prix. Forcément, ce n'est pas parce que vous êtes assis au bureau que vous allez avoir un abonnement plus cher là-dessus. Et là, pour l'accès avec la fibre, c'est exactement la même chose. Il n'y a plus de lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment quelque chose de précis. C'est que tout le monde, qu'on soit dans le professionnel ou qu'on soit résidentiel, au bout d'un moment, on ne sait plus trop qui est le professionnel du résidentiel et au final, tout le monde a accès au même type de service et au même prix. Ça, c'est assez important, c'est une révolution aussi parce que je n'ai pas beaucoup parlé là-dessus, mais j'aurais pu en parler aussi, c'est-à-dire que le monde du tertiaire, le monde de l'entreprise est organisé pour gérer l'ensemble de ces services. Des services, mettons, comme ça à l'intérieur et tout ça. Ils ont un DSI, ils ont un intégrateur, ils ont des tas de personnel là-dessus. Le monde résidentiel, ils ne connaissent pas ça. Et donc, pourquoi? Parce qu'avant, voilà, le téléphone, c'est bon, ça marche tout seul et ça suffisait. Là, aujourd'hui, vu que tout ce petit monde va se ressembler de plus en plus, mais il va falloir aussi créer des offres d'intégrateurs pour accompagner le monde de la copropriété aussi sur le même niveau que le sont le secteur tertiaire et entreprise. Donc, il y a vraiment il y a forcément des perspectives aussi de nouveaux métiers, de nouveaux services, d'accompagnement, d'intégrateurs aussi pour d'autres types de marchés. Donc, en même temps, c'est bon aussi quoi, pour l'aspect économique. Oui. Alors, il y a une question de François qui est en charge de définir un dimensionnement d'un raccordement fibre, parce que on imagine quand même sur la fibre, quand je raccorde un immeuble avec 2000 personnes à l'intérieur, c'est pas la même chose que la fibre quand je raccorde un immeuble résidentiel avec 10 personnes. Oui, alors c'est là toute la problématique et ça fait partie du travail que je fais moi avec beaucoup d'autres opérateurs puisque je pilote en même temps une plateforme qui s'appelle Objectif. Enfin, je suis rapporteur des bonnes pratiques professionnelles sur une plateforme qui s'appelle Objectif Fibre et dans lequel donc tous ensemble on définit un peu toutes les bonnes pratiques et en même temps pour le côté entreprise, on s'est déjà posé ces questions-là. Et on a eu du mal à définir totalement ce qu'il fallait. Donc, on a une liste à l'après-vert pour expliquer un petit peu qu'en fonction de qui on est, de qu'est-ce qu'on est comme type d'entreprise, à combien on a droit pour avoir. Ce qui veut dire que autant pour le résidentiel, c'est facile parce que bon voilà, on prévoit une fibre pour chaque logement, local technique, local professionnel et deux ou trois de plus pour les services, on va dire, communs à l'immeuble. Et on ne se trompe jamais. Sur le côté entreprise, ça peut être très différent. Donc là, c'est vraiment avec la relation avec l'opérateur d'infrastructure. Et d'où pourquoi je vous mettais la carte tout à l'heure. Je veux dire, c'est une relation que vous devez engager avec l'opérateur d'infrastructure aussi. Et après, bon, voilà, parce que c'est assez important d'échanger pour voir quel va être l'usage même que vous allez en faire de ces services-là. Je veux dire, qu'on soit un hôtel, ou qu'on soit un hôtel d'entreprise, ou qu'on soit une entreprise du CAC 40 avec 2000 salariés, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faudra 2000 fibres pour chacun des salariés dans l'immeuble. Donc, c'est une étude au cas par cas qui doit être faite après. Ouais, donc il y a un travail d'étude. En tout cas, un grand bravo à Orange et à toi pour avoir tiré ce sujet pendant de nombreuses années et puis d'avoir réussi à déployer, d'être aux objectifs. Hein. Ça, c'est merveilleux parce que ça, c'est pour nous tous et effectivement, on voit les enjeux et la fibre joue un rôle central pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Hein. Et quand je dis de demain, c'est pas un vain mot, mais c'est ce qui se passe et on en a besoin. Là, c'est aujourd'hui. Je veux dire, on vient de le vivre ces 2 dernières années. Je pense que ça a mis le pied à l'étrier et ça a conforté le fait que partout, on sort du salon des maires, là, hein, c'était la semaine dernière. Je peux vous dire que chaque maire de n'importe quelle commune en France, aussi petite soit-elle ou aussi grande soit-elle, a la même préoccupation. Ouais. C'est que les salariés, maintenant, qui dit télétravail, veut dire voilà, c'est n'importe où. Ils sont n'importe où. Bien sûr, il faut la fibre partout. Merci beaucoup Didier, un grand plaisir de t'avoir avec nous.